Depuis toujours, l'humanité est fascinée par les créatures insaisissables qui peuplent notre monde. Inspirant légendes et mythes, ces animaux restent encore aujourd'hui un mystère scientifique, et comprendre leur mode de vie est essentiel pour la conservation de la biodiversité. Ce documentaire nous emmène à la découverte de 4 espèces extraordinaires. L'okapi, surnommé fossile vivant des forêts africaines, le poisson-dragon des profondeurs, un prédateur bioluminescent, le calmar géant, longtemps confondu avec le légendaire kraken, et le kélacanthe, un poisson préhistorique revenu d'outre-tombe. Grâce aux témoignages d'experts et aux reconstitutions numériques, nous percerons certains de leurs secrets et découvrirons combien il nous reste encore à apprendre. Embarquez pour un voyage fascinant au cœur des mystères du règne animal. Dans l'épaisseur de la forêt équatoriale du Congo, une silhouette furtive glisse entre les arbres. Presque personne ne la voit jamais. On l'appelle l'okapi. Mi-zèbre par sa robe rayée, mi-girafe par sa morphologie, l'okapi a longtemps été considéré comme une créature quasi mythique par les explorateurs. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la science a confirmé son existence. Il a été découvert officiellement en 1901 par l'explorateur Harry Johnston, faisant de lui l'un des derniers grands mammifères terrestres découverts par l'homme. À l'écran, l'animal se dévoile enfin. À la lisière d'une clairière obscure, un okapi adulte avance délicatement. On distingue sa fourrure brun chocolat aux reflets pourpres et ses pattes zébrées de blanc caractéristique. Sa tête rappelle celle de la girafe, mais avec un cou bien plus court. Sur le crâne du mâle, de petites protubérances couvertes de peau. Des ossicônes, tout comme chez sa cousine la girafe, attestent de leur parenté évolutive. L'okapi est en effet le seul parent vivant de la girafe, partageant la même famille biologique des giraffidés. Cet étrange animal mesure environ 2 mètres de long pour une hauteur au garrot d'1,50 m à 1,80 m et pèse entre 200 et 300 kg en moyenne. La femelle est généralement un peu plus grande que le mâle. Avec sa langue bleu-noir préhensile pouvant atteindre 40 cm, l'okapi attrape des feuilles et des fruits qu'il trouve dans la canopée et les sous-bois. Herbivore ruminant, il consomme chaque jour jusqu'à 30 kg de végétation, feuilles, bourgeons, fougères, champignons et même certaines plantes toxiques pour l'homme. Fait étonnant, il ingère parfois de l'argile riche en minéraux et du charbon de bois issu des feux de forêt. Ce régime insolite lui permet de neutraliser les toxines de certaines plantes qu'il mange, comme l'euphorbe vénéneuse. L'okapi est un symbole d'évolution lente et d'adaptation. On le surnomme parfois un fossile vivant, non pas parce qu'il est véritablement aussi ancien que le kélacanthe, mais en raison de son apparence primitive et de sa découverte tardive qui évoque une époque révolue. Au cœur de son habitat, il a survécu inchangé pendant des millénaires, caché des regards humains. Pour les pygmées Mbouti de la région, l'okapi n'a jamais été un mythe. Ils le connaissèrent depuis toujours et le nommaient Oapi. Mais pour le reste du monde, son existence relevait de la légende jusqu'à ce qu'un spécimen soit enfin étudié il y a un peu plus d'1 siècle. Pourquoi est-il si difficile d'observer des okapis à l'état sauvage ? L'okapi est extrêmement discret et vit uniquement dans les forêts denses de la République démocratique du Congo. Il est solitaire et très silencieux. Souvent, on ne repère sa présence qu'aux traces de sabots ou aux marques qu'il laisse en se nourrissant. De plus, cette région est vaste, difficile d'accès et a connu des troubles qui compliquent le travail des scientifiques. Pour apercevoir un okapi, il faut beaucoup de patience, de la chance et souvent l'aide de caméras pièges. À l'état sauvage, chaque okapi dispose d'un territoire bien à lui, qu'il parcourt en solitaire. Les mâles et les femelles n'entrent en contact que durant la saison des amours, de mai à juillet en général. Après une gestation d'environ 15 mois, la femelle met au monde un seul petit, un jeune de 20 à 30 kilos, qu'elle cache pendant les 2 premiers mois de sa vie, dans un épais fourré. Ce n'est qu'une fois assez fort que le petit suivra sa mère dans la jungle. Il tétera jusqu'à l'âge de 6 à 10 mois,
et ne sera indépendant qu'à plus d'1 an. Un tel cycle de reproduction, relativement lent, signifie que la population d'okapis met du temps à se renouveler. Aujourd'hui, l'okapi est malheureusement menacé. Exclusivement présent dans l'est de la RDC, son habitat se réduit sous la pression de la déforestation et des activités humaines. Les guerres civiles qu'a connues la région n'ont pas épargné la faune. Le braconnage s'est intensifié, même au sein de réserves censées les protéger. On estime qu'il reste peut-être entre 10 000 et 30 000 okapis à l'état sauvage, et ce nombre est en déclin. L'espèce est classée en danger sur la liste rouge de l'UICN depuis 2013. Pour les scientifiques et les écologistes, l'okapi est devenu un emblème de la biodiversité congolaise. Protéger cet animal insaisissable revient à protéger toute la richesse écologique de la forêt de l'Ituri, où tant d'autres espèces coexistent. Mais il y a de l'espoir. Des projets de conservation, comme la réserve de faune à Okapis en RDC, travaillent sans relâche pour surveiller et protéger ces créatures uniques. Chaque image rare d'un okapi capturé par une caméra cachée est une victoire pour la science, rappelant que même les mystères les mieux gardés de la forêt peuvent être percés. L'okapi, fossile vivant et trésor national, nous rappelle combien la nature a encore des secrets à révéler. À plus d'1 kilomètre sous la surface de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre plus, règne une nuit éternelle. Dans ce monde de ténèbres et de pression extrême, des créatures étranges ont évolué, défiant notre imagination. Voici le poisson-dragon des profondeurs, un prédateur des abysses au visage terrifiant et au talent surprenant. L'image se précise. Le poisson-dragon est un poisson allongé, noir et serpentiforme, d'une 40aine de centimètres de long pour les plus grands spécimens. Son corps mince semble presque translucide par moments. Il arbore de redoutables dents aiguës, disproportionnées par rapport à sa taille, de véritables crocs de dragon, parfaits pour retenir des proies imprudentes. Sous sa mâchoire pend un barbillon bioluminescent, un filament lumineux qui émet une faible lueur fantomatique. C'est là son arme secrète. Dans le noir complet, cette petite lumière agit comme un leurre irrésistible pour les proies curieuses. Ce prédateur ingénieux reste immobile pendant de longs moments, tel un chasseur à l'affût. Lorsqu'un petit poisson ou un crustacé, attiré par la lueur, s'approche à portée, le poisson-dragon fond soudainement sur lui et le happe d'un coup de mâchoire. Ses dents sont si longues qu'elles dépassent parfois de sa bouche, mais sa tête est adaptée pour les replier et avaler des proies presque aussi grandes que lui. Pour survivre dans les abysses, le poisson-dragon a développé des adaptations extraordinaires. Outre son leurre lumineux sous le menton, il possède une rangée de photophores le long de son corps, de petits organes qui émettent de la lumière. Ces photophores peuvent scintiller dans le bleu ou le vert, lui offrant un camouflage lumineux dans l'obscurité ou un moyen de communication avec ses congénères. Plus étonnante encore, certaines espèces de poissons-dragons peuvent produire une lumière rouge invisible pour la plupart des autres créatures des profondeurs. C'est un véritable projecteur secret. Cette lumière rouge leur sert à voir sans être vus, éclairant leur proie d'un faisceau que seuls leurs propres yeux peuvent détecter. Une vision nocturne intégrée, en quelque sorte. Très utile dans un monde où même le bleu s'éteint. Le cycle de vie du poisson-dragon ajoute à son mystère. Avant de devenir ce serpent noir aux dents de sabre, il passe par un stade larvaire étrange, planant parmi le plancton près de la surface. La larve de certains poissons-dragons arbore des yeux sur de longs pédoncules, comme 2 périscopes orientés vers le haut. En grandissant, ces larves redescendent dans les profondeurs et subissent une métamorphose radicale. Leur corps s'allonge, les yeux descendent à leur place normale, et pour les mâles de certaines espèces, les transformations vont plus loin encore. Chez le poisson-dragon du genre Idiacanthus par exemple, la différence entre mâle et femelle est extrême. La femelle, prédatrice munie de dents et de leurres, peut atteindre 40 à 50 cm. Le mâle, lui, ne mesure que quelques centimètres, n'a ni dents ni lumière. Son seul rôle est de se reproduire, après quoi il meurt, disparaissant dans l'immensité obscure.
Étudier les poissons dragons est un défi énorme. Ils vivent à des profondeurs de 1000 à 2000 mètres, dans des zones difficiles d'accès pour nous. On ne peut pas les observer directement comme on le ferait pour des poissons de surface. Alors, on utilise des submersibles téléguidés, des robots équipés de caméras ultra sensibles. Malgré cela, chaque observation est rare. Récemment, notre équipe a eu la chance de filmer un poisson dragon dans son habitat naturel. C'était seulement la 4e fois en 30 ans que cela arrivait. Ces moments fugaces nous apprennent énormément de choses. Par exemple, on a pu confirmer leur technique de chasse immobile et admirer la beauté inattendue de leur corps couleur bronze sous l'éclairage du ROV. Effectivement, en 2022, des chercheurs de Monterey Bay, en Californie, ont filmé un rare poisson dragon bronze, Bathophilus flemingi, à 300 mètres de profondeur. L'animal, long de seulement 16 cm, n'avait été aperçu que 4 fois en 3 décennies d'exploration dans cette région. Ces images révèlent un balai silencieux dans l'eau noire, une créature à l'allure de missile élancé se mouvant avec élégance. Sa couleur bronze métallique, inhabituelle pour un habitant des abysses, pourrait jouer un rôle dans le camouflage ou la communication. Les poissons dragons des profondeurs incarnent à merveille les mystères des abysses. Leur comportement, leur reproduction, leur longévité même, restent en grande partie inconnus. Comment une si petite créature peut-elle survivre là où la pression est écrasante, où la nourriture se fait rare et disséminée? Peuplant la zone bathypélagique des océans, ils dépendent d'un écosystème fragile. Ce que nous savons, c'est qu'ils font partie des nombreux maillons de la chaîne alimentaire des profondeurs, se nourrissant notamment de poissons lanternes et autres habitants nocturnes, et servant peut-être eux-mêmes de proie à des prédateurs plus gros quand l'occasion se présente. Chaque fois qu'un submersible remonte à la surface avec de nouvelles images de ces dragons des abysses, c'est une victoire pour la science. Ces images nous rappellent que, sous les vagues familières, existe un monde inconnu sur notre propre planète, peuplé de créatures extraordinaires. Et parmi elles, le poisson dragon brille, littéralement, comme un des prédateurs les plus étranges et fascinants des grands fonds. Pendant des siècles, les marins ont raconté avoir croisé la route de monstres marins titanesques, capables de faire chavirer des navires. Dans les tavernes des ports, on murmurait le nom du kraken, la terreur des océans nordiques, souvent représenté comme un gigantesque poulpe ou calmar aux tentacules innombrables. Longtemps, on pensa qu'il ne s'agissait que de légendes de marins, jusqu'à ce que la science trouve le fond de vérité derrière le mythe. Ce monstre des profondeurs, il existe vraiment, c'est le calmar géant. Le calmar géant, ou Architeuthis dux de son nom scientifique, est un céphalopode des grandes profondeurs qui peut atteindre des dimensions colossales. D'après les analyses de spécimens retrouvés, on estime que les plus grands calamars géants mesurent entre 10 et 13 mètres de long, tentacules compris, certains rapports évoquant même des monstres de près de 20 mètres, bien que ces cas extrêmes restent controversés. Imaginez un instant une créature de la taille d'un autobus se déplaçant silencieusement dans l'obscurité de l'océan. Son corps, en forme de torpille, fait plusieurs mètres, surmonté de 2 yeux énormes de plus de 25 cm de diamètre, les plus grands yeux du règne animal. Ces yeux géants lui servent à capter la moindre lueur dans les profondeurs, notamment la silhouette phosphorescente de proie ou l'ombre menaçante de son principal ennemi, le cachalot. Le calmar géant possède 8 bras courts et 2 très longs tentacules spécialisés pour la chasse. Au bout de ces tentacules se trouvent de redoutables griffes en forme de ventouses dentelées, capables de s'ancrer dans la chair de leur proie. Des plans en images de synthèse montrent la créature projetant brusquement ses 2 tentacules vers un poisson imprudent, les ventouses s'y agrippant avant de ramener la proie vers un bec tranchant caché à la base de ses bras. Son bec, semblable à celui d'un perroquet, peut percer et déchiqueter la chair avec une puissance étonnante. Ces super prédateurs chassent de grands poissons, d'autres céphalopodes et peut-être même de petits requins dans l'obscurité de la zone bathypélagique, entre 700 et 1200 mètres de profondeur. Si le kraken a longtemps hanté les récits,
Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que l'existence du calmar géant a été scientifiquement prouvée. En 1857, le zoologiste danois Japetus Stenstrup publie une étude décrivant de gigantesques becs de calmar retrouvés dans l'estomac de cachalot et donne à ce monstre réel le nom d'Architeuthis. Peu après, en 1861, l'équipage d'un navire français, l'Alecton, rencontre au large des îles Canaries un calmar géant vivant près de la surface. Il tente de le hisser à bord, mais l'animal se déchire, ne laissant aux marins qu'un tentacule en souvenir. Ces preuves tangibles confirment que le géant des mers n'est pas qu'une chimère. Au fil des décennies suivantes, d'autres carcasses de calamars géants s'échouent sur des plages ou sont capturées accidentellement par des pêcheurs. Des scientifiques commencent à les étudier, mais toujours aucune observation dans leur habitat naturel. Le calmar géant demeure invisible, comme un fantôme glissant entre deux eaux. Il faudra patienter plus d'un siècle après Steenstrup pour que l'humanité obtienne enfin les premières images d'un calmar géant vivant dans son milieu. Ce moment historique se produit au début du XXIe siècle. En 2004, des chercheurs japonais parviennent à photographier un calmar géant en pleine action à 900 mètres de profondeur, en attirant l'animal avec un appât. Puis, en 2012, une équipe filme pour la première fois un calmar géant en vidéo dans les abysses, au large du Japon, grâce à un submersible spécialement équipé de lumière discrète. Sur ces images fascinantes, on voit l'animal nager calmement, déployant ses tentacules argentés dans l'eau noire, confirmant sa réalité aux yeux du monde stupéfait. Malgré ces avancées, le calmar géant conserve une grande part de mystère. De nombreuses questions restent sans réponse. Comment se reproduisent-ils ? Nul n'a encore observé directement leur parade nuptiale, ni trouvé d'œufs de calmar géants dans la nature. Quelle est leur espérance de vie ? On l'ignore, faute de pouvoir suivre un individu sur le long terme. Quelle densité de population ? Impossible à dire précisément dans l'immensité océanique. Et pourtant, il y a des indices de leur présence. Par exemple, les cachalots, qui plongent chassés à grande profondeur, portent souvent sur la peau des cicatrices circulaires laissées par les ventouses des calmars géants, signe des combats titanesques qui se jouent loin sous la surface. Le calmar géant est un parfait exemple de la manière dont la science rejoint la légende. Pendant longtemps, nos connaissances se sont limitées aux cadavres qui s'échouaient ou aux histoires de marins. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, on commence à peine à entrevoir son comportement naturel. Quand j'ai vu pour la première fois la vidéo d'un calmar géant vivant, j'ai eu des frissons. C'était comme regarder un dinosaure des mers surgir du passé. Cette créature nous montre combien les océans profonds demeurent inexplorés. De monstre mythique à animal réel filmé sous nos yeux, le calmar géant a parcouru un long chemin dans l'imaginaire humain. Il nous rappelle humblement que les légendes peuvent avoir une part de vérité et que la nature sait cacher ses plus grands trésors dans les endroits les plus inaccessibles. Chaque nouvelle donnée sur Architeuthis dux enrichit notre compréhension de la vie dans les abysses. Et même si le kraken légendaire restera dans les contes, son alter ego, le calmar géant, suscite aujourd'hui notre admiration et non plus notre terreur. Nous savons qu'il est là, quelque part dans le noir de l'océan, vivant sa vie discrète de prédateur des profondeurs. Le mystère n'est pas totalement levé, mais nous avons commencé à démêler la vérité sur cette bête mythique des profondeurs. En 1938, dans un petit port d'Afrique du Sud, un pêcheur ramena dans ses filets une étrange prise. Le poisson, d'un bleu nuit tacheté de blanc, avec de larges écailles épaisses et des nageoires charnues rappelant des membres, ne ressemblait à rien de connu. Marjorie Courtenay-Latimer, conservatrice du musée local, tenta de l'identifier en vain dans ses livres. Il fallut l'expertise d'un ichthyologiste, le Dr J.L.B. Smith, pour réaliser l'incroyable. Ce poisson inconnu était en fait un chélacanthe, membre d'un groupe que l'on croyait éteint depuis 65 millions d'années. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. C'était comme si on avait trouvé un dinosaure vivant.
Le kélacanthe est souvent qualifié de fossile vivant, et pour cause, les paléontologues connaissaient son existence uniquement à travers des fossiles datant de la période dévonienne, bien avant l'ère des dinosaures. On pensait que ces poissons avaient disparu en même temps que tant d'autres espèces à la fin du Mésozoïque. Et voilà qu'un rescapé apparaissait sous nos yeux, défiant le temps. Baptisé Latimeria chalumnae en l'honneur de sa découvreuse et de la rivière Chalumna près de laquelle il fut pêché, cette espèce de kélacanthe inaugurait l'une des plus grandes redécouvertes du XXe siècle. À l'écran, le kélacanthe vivant se dévoile entièrement. C'est un poisson imposant, pouvant atteindre 2 mètres de long pour un poids d'environ 80 à 100 kg. Son corps est recouvert d'écailles cosmoïdes épaisses, d'un bleu-gris profond, parsemé de taches blanchâtres. Ce qui frappe immédiatement, ce sont ses nageoires charnues et lobées. Contrairement aux poissons classiques que nous connaissons, appelés poissons osseux à nageoires rayonnées, le kélacanthe fait partie des sarcoptérygiens, les poissons à nageoires lobées, un groupe dont sont aussi issus les ancêtres des tétrapodes terrestres. Ces nageoires pectorales et pelviennes s'articulent sur des sortes de petits bras musculeux. En le regardant nager, on voit ces nageoires bouger en alternance, presque comme les pattes d'un quadrupède marchant lentement dans l'eau. C'est un spectacle fascinant, comme si ce poisson marchait sous l'eau, écho lointain de l'époque où nos lointains ancêtres commençaient à explorer la terre ferme. L'anatomie du kélacanthe est un véritable patchwork de caractères primitifs et évolués. À l'intérieur de son corps, il possède un organe vestigial qu'on ne trouve normalement que chez des espèces terrestres. Un poumon gras, relique d'une époque où ses ancêtres possédaient peut-être un poumon fonctionnel. Aujourd'hui, ce poumon ne sert plus, l'animal respirant uniquement par ses branchies, mais sa présence atteste de l'ancienneté de la lignée. Le kélacanthe a également une articulation intracrânienne unique, une sorte de charnière au milieu de son crâne, lui permettant d'ouvrir sa bouche plus grand pour avaler ses proies. Et à l'avant de son museau, il cache un organe rostral capable de détecter les champs électriques, ce qui l'aide à repérer ses proies dans l'obscurité de son habitat. Où vit donc ce fossile vivant? Les kélacanthes connus se tapissent dans les profondeurs de l'océan Indien occidental, notamment au large des côtes d'Afrique du Sud, du Mozambique, de Madagascar, et surtout autour des îles Comores. Ils affectionnent les grottes sous-marines entre 100 et 400 mètres de profondeur, où la lumière ne parvient plus. Le jour, ils restent posés, quasi immobiles, à l'abri dans ces cavernes, en petits groupes lâches. La nuit, ils sortent chasser lentement des poissons, des crustacés et des céphalopodes en eau profonde. On a pu les observer de près, grâce à des plongeurs en scaphandres spécialisés, comme l'explorateur Laurent Balesta, qui les a filmés à 120 mètres de fond en Afrique du Sud. Leurs mouvements lents et gracieux, ce ballet de nageoires synchronisées, ont étonné les biologistes. Aussi incroyable que cela paraisse, garder un kélacanthe en vie hors de l'eau profonde s'est révélé impossible. Les premières tentatives de capture vivante ont échoué. L'animal, si robuste en apparence, avec son allure préhistorique, se révèle en fait très fragile hors de son environnement. La moindre lutte, alors qu'il est pris dans un filet, peut lui être fatale. En cause, sa physiologie, ses branchies sont très petites par rapport à sa taille. Il a un métabolisme lent, adapté à l'eau fraîche et à la haute pression. Remonté trop vite ou trop longtemps en surface, il s'asphyxie et succombe au stress. Ce paradoxe, un dinosaure vivant mais terriblement vulnérable, renforce l'aura mystérieuse qui entoure le kélacanthe. Après la découverte de 1938, des dizaines d'autres spécimens furent retrouvés dans les décennies suivantes, surtout autour des Comores. Les habitants locaux connaissaient ce poisson qu'ils appellent gombessa, mais il était rare dans leur prise. En 1997, nouvelle surprise, on découvre une deuxième espèce de kélacanthe en Indonésie, à des milliers de kilomètres de là, nommée Latimeria menadoensis. Comment ces populations si éloignées ont-elles perduré? On pense que les ancêtres communs de ces deux espèces se sont séparés il y a environ 10 millions d'années, isolés par les changements géologiques et océaniques. Hélas, le kélacanthe, ce survivant des âges anciens, est aujourd'hui en grand danger. Son effectif est extrêmement faible.
On estime qu'il ne reste que quelques centaines d'individus dans la nature, peut-être moins. L'Union internationale pour la conservation de la nature le classe en danger critique d'extinction. La pêche industrielle en haute mer et la destruction de son habitat pourraient en sceller le destin de ce poisson emblématique. Fort heureusement, des mesures de protection ont été mises en place. Dans les Comores et les pays voisins, la pêche ciblée du kélacanthe est interdite. Et les scientifiques coopèrent avec les pêcheurs locaux pour éviter les captures accidentelles. Le kélacanthe nous a déjà réservé des surprises en renaissant de ses cendres, et il continue de nous en apprendre sur l'histoire de la vie. En séquençant son génome, les chercheurs ont découvert des indices sur l'évolution des vertébrés. Il partage des gènes avec les animaux terrestres, témoignant de sa parenté avec nos lointains ancêtres amphibiens. Son existence même nous rappelle que la nature peut encore garder des secrets pendant des millions d'années, en attendant patiemment que nous les découvrions. Protéger ce fossile vivant, c'est préserver un chapitre entier du grand livre de l'évolution.